voici avec Émilie Amick. Bonjour Émilie. Bonjour Nicolas. Tu as écrit le livre Mieux s'organiser au travail, le guide pratique pour gérer son temps et atteindre ses objectifs. Oui, je l'ai écrit en 2018. Super. On va parler de pas mal de sujets de ton livre. Est-ce que tu pourrais, avant de commencer, juste te présenter succinctement pour les personnes qui te découvrent en ce moment? D'accord. Donc, je suis Émilie Amick. Je fais de la formation et de l'accompagnement, donc soit en coaching individuel, soit collectif, pour les personnes qui veulent se développer professionnellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se développer professionnellement? C'est autant se développer dans son travail actuel, évoluer en tant que personne et dans son poste, que d'aller se diriger vers d'autres projets professionnels, type une reconversion, peut-être de l'entrepreneuriat, devenir indépendant ou tout simplement changer d'emploi. D'accord. Donc, tu enseignes dans les entreprises et tu aides les salariés qui sont, on peut dire, perdus. Oui, alors je fais de la formation en ligne et en présentiel auprès des particuliers, donc les personnes qui viennent d'elles-mêmes chercher de la formation pour se développer. Et j'interviens aussi en entreprise, sachant qu'en entreprise, j'ai aussi un volet management qui est hérité un peu de mon passé de consultante sur le sujet. D'accord. L'une des premières choses, le premier sujet qui arrive dans ton livre que tu partages, c'est justement la question de définition d'objectif. Définition d'objectif qui doit être active. C'est ça qui m'a euh, interpellé dans le livre. Qu'est-ce que tu comprends? C'est quoi en fait définition d'objectif actif? Alors, dans un cadre professionnel, en fait, on a toujours plein d'objectifs, on en parle beaucoup. On a les objectifs de l'entreprise, on a les objectifs du service, de son poste. Quand on est entrepreneur, on a aussi les objectifs de la société, de comment est-ce qu'on veut faire croître notre entreprise. Et parfois, avec tous ces objectifs, on en oublie un petit peu nos objectifs à nous. Donc, qui sont des objectifs professionnels, mais qui sont personnels aussi. Et c'est important dans tout ça aussi de revenir à soi et de se dire qu'est-ce que moi j'attends de ce travail, de ce projet et quel objectif je me fixe pour m'épanouir bien, dans mon projet professionnel. D'accord. Et tu dis que c'est vraiment la clé de toute organisation, définir les objectifs. Pourquoi c'est vraiment la clé de toute organisation? En fait, c'est la clé dans le sens où si on ne définit pas son objectif, on ne sait pas ce qui est important pour nous. Donc, on ne sait pas sur quoi on doit se concentrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. On peut avoir des applis pour gérer son temps, des applis pour se dire je travaille du type Pomodoro, je travaille 25 minutes, je fais une pause, etc., etc. Il y a énormément de techniques, mais en fait, la technique, les outils sont vraiment au service de ce qui est important pour nous. Et finalement, parfois, comment dire, on se retrouve un peu à être attiré par le gadget, par l'outil, plutôt que par ce qui est important. Donc, c'est vraiment pour ça que je dis qu'il faut que ce soit fait activement, que ce soit conscient, cet objectif, et que c'est la première pierre de notre organisation. Si je ne sais pas ce qui est important pour moi, je ne sais pas comment affecter mon temps, comment l'utiliser au mieux pour D'accord. servir mes objectifs. Tu parles aussi de trouver le sens au travail, que ce n'est pas toujours évident. Comment dire, il y a des personnes qui vont trouver le sens dans leur travail d'une manière facile ou, ou même passion, et d'autres, ça ne va pas être si évident que ça. En quoi, justement, c'est lié avec des objectifs et quelle est l'importance de trouver son sens? Alors, en fait, c'est important parce que ça fait partie des 3 piliers de ce qui nous motive. Donc, motivation, étymologiquement, ça veut dire ce qui nous pousse à agir. Il y a 3 choses qui nous poussent à agir. Le sens, quand on voit la finalité de ce qu'on fait, la compétence, le fait qu'on soit dans un domaine où on est compétent, et il y a aussi le fait que ça nous permette d'être en relation avec d'autres personnes. Et donc, le sens, ça fait vraiment partie de ce triangle, de ces 3 piliers. Et en fait, c'est assez… En fait, dans les métiers qu'on appelle les métiers à vocation, type infirmière, médecin, avocat, enfin ceux qu'on rêvait de faire quand on avait 5 ans, le sens est souvent très clair parce qu'il est extrêmement proche de l'utilité. Alors qu'en fait, pour les autres métiers, il y a un distinguo entre l'utilité et le sens.
par exemple, si je suis, je ne sais pas, expert comptable, l'utilité, c'est la vérification et la certification des comptes d'une entreprise. Mais le sens, là, le sens, c'est personnel. Le sens, c'est unique. C'est ça qui va faire que cette personne va être passionnée par son travail ou pas. Parce que ça peut être, alors, j'ai jamais été expert comptable, mais ça peut être par exemple de se dire, je suis au service du but commun d'une entreprise. Ça peut être de se dire, je permets aux clients de cette entreprise d'être sûr que c'est une entreprise qui est sérieuse, conforme, légale, etc. Donc, il y a vraiment une notion de se dire, si je vois la finalité de ce que je fais, donc pourquoi je poursuis ces objectifs-là, eh bien, ça va me motiver à tenir mes objectifs dans la durée. Parce qu'on sait très bien que le plus difficile, c'est pas forcément de définir l'objectif, mais c'est de tenir dans le temps. Oui, exactement. Ça, là, on touche à la persévérance, plein de choses. Tu en parles aussi dans le livre sur le point matinal, on va y revenir. Euh, on en a parlé juste un petit peu, juste avant notre interview, sur justement le fait que c'est plus facile quand on a, je sais pas, j'ai un travail et puis j'avance dans mon travail, mais il y a aussi des personnes qui ont envie de se reconvertir. Oui, Et déjà en France, en France, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que dès le plus jeune âge, on est quelque part déjà mis dans les rails. Il faut suivre des filières et puis c'est compliqué, je trouve, en France de se reconvertir. C'est tout un. Mais cependant, il y a pas mal de personnes qui le font. Et tu disais que ben justement, s'organiser, c'est encore plus difficile parce que si j'ai un travail à temps plein, ben voilà, je dois le fournir et j'ai un projet que je veux développer en parallèle, c'est super compliqué. Et dans ce contexte, comment justement poser les objectifs et l'organisation? en fait, oui, tu as raison. La reconversion, c'est quelque chose qui tente énormément de gens en France. Je crois que une étude du CSA qui doit dater de 2015 qui dit qu'il y a 64% des Français qui voudraient changer de travail déjà. Donc, ça fait quand même une grosse proportion de la population salariée. Et en fait, oui, la problématique d'avoir un autre projet par ailleurs, elle est double. La première, c'est le changement. Pour tous les êtres humains, on est câblé comme ça, c'est compliqué. Ça nous fait peur. Donc, il faut déjà passer ce premier frein de se dire, je me décide. Je décide de changer, je décide de me reconvertir dans quel que soit le secteur dans lequel on veut se reconvertir. Après ça, il y a la problématique d'après, c'est en plus j'agis. C'est-à-dire maintenant j'ai pris ma décision, mais j'agis pour me reconvertir. Et en parallèle de ça, tu le disais très bien, en fait, une reconversion ou créer sa société ou se lancer en tant qu'indépendant, souvent par sécurité, et c'est souvent un bon choix, on est obligé de le faire en parallèle de son travail actuel. Le problème, c'est que quand on a un souhait de reconversion, d'être indépendant, de se lancer dans l'entrepreneuriat, souvent c'est parce que on est arrivé à un point dans notre travail où on n'en peut plus. Sauf que quand on n'en peut plus, eh bien, c'est compliqué. Quand on fait 35 heures par semaine ou plus d'un travail qui ne nous satisfait pas ou justement on voudrait changer, c'est extrêmement difficile de dégager et du temps et de la motivation pour aller sur un projet qui sera potentiellement plus épanouissant, mais qui demande énormément d'énergie. Donc, c'est vraiment en ça que c'est clé de s'organiser dans son travail actuel pour préparer le futur en parallèle ou d'ici quelques mois. Donc ça, c'est quelque chose dont moi je parle assez souvent en ce moment. C'est un concept qui vient des États-Unis qui s'appelle le job crafting et qui est donc le fait de façonner, de modeler son travail parce qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on ne le croit pour modifier, on va dire, nos missions, nos relations, notre perception, donc le sens qu'on donne à notre travail, qui sont en fait les trois éléments clés sur lesquels on peut agir. D'accord. Et en quoi consiste exactement ce job crafting? Donc l'idée, c'est de faire vraiment une observation aussi objective que possible de ce qu'on fait au travail, de comment on se comporte et de comment on s'organise. Et en tout cas, moi, dans la technique que moi je prône, il y a 5 axes. Donc, regarder le sens, puisque, comme je te le disais, le sens, c'est unique, c'est personnel. Si toi et moi, on faisait le même travail, on ne lui donnerait pas le même sens. Mhm. Et après, c'est les missions. Qu'est-ce que je fais au quotidien dans mon travail et comment je peux agir dessus pour me concentrer plus sur des missions qui sont
source d'énergie, source de satisfaction et qui me donne de la motivation pour le reste. Sur les relations, l'être humain est un animal social. Les relations, c'est hyper important au travail. C'est d'ailleurs une des problématiques que rencontrent les entrepreneurs au début, la solitude de l'entrepreneur, parce qu'on se retrouve souvent tout seul. Donc, les relations, une relation qui ne se passe pas bien au travail, désolée de le dire comme ça, mais ça nous pourrit une journée, ça nous pourrit une semaine, en fait. Donc, c'est aussi de se dire, qu'est-ce qui se passe avec les gens avec lesquels j'interagis et comment je peux agir dessus. Et après, il y a tout ce qui est organisation, qui représente vraiment, c'est le sujet du livre dont on parle, une part importante, en fait, de notre satisfaction, parce que une mauvaise organisation, ça peut entraîner de la démotivation, du désengagement. Vraiment, c'est source d'énormément de choses négatives. Et puis après, il y a l'environnement de travail, et qui est donc, pareil, ça a été prouvé par des études de psychologie sur le cadre de travail, sur les conditions dans lesquelles on travaille. Est-ce qu'on est tout seul, en open space? Est-ce qu'on a moyen de s'isoler, d'avoir des moments de créativité, etc. Et justement, bien évidemment, quand on veut changer, on a posé les objectifs. Tu parles des objectifs SMART, les objectifs SMART qui sont, bah, on ne va pas réinventer la roue, ce sont les objectifs. Peut-être, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui regardent cette interview qui n'ont jamais entendu parler des objectifs SMART. Est-ce que tu peux dire, voilà, en gros, pourquoi c'est SMART? C'est quoi SMART? D'accord. Donc, en fait, les objectifs SMART, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient spécifiques, précis, donc qui concernent vraiment une action, un objectif particulier. Il faut qu'ils soient mesurables. Si on ne peut pas mesurer ni la progression, ni le résultat final, ça va être difficile de dire j'ai atteint l'objectif ou je suis à côté, etc. Il faut qu'ils soient atteignables, c'est-à-dire qu'ils soient accessibles par rapport aux compétences et aux ressources dont on dispose. Il faut aussi qu'il soit… je vais passer au T, j'ai loupé le R. Il faut qu'il soit réaliste, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est challengeant, mais quand même à notre portée, donc un petit peu au-dessus de notre zone de confort, un petit peu en dehors. Et il faut qu'il soit limité dans le temps, c'est-à-dire que si je me dis je vais me reconvertir, je ne sais pas, pour être boulanger et que je me donne aucun délai, il ne va rien se passer. C'est l'une des plus grosses problématiques de la procrastination. Quand il n'y a pas d'échéance, on ne fait pas. Et après, je rajoute toujours un élément qui n'est pas dans l'acronyme SMART, mais c'est sous notre contrôle. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un souhaite avoir un objectif sur je veux avoir une augmentation, par exemple, ce n'est pas un objectif qui est SMART, puisque ce n'est pas sous son contrôle, ce n'est pas cette personne qui a la décision finale. Sinon, on s'octroierait tous une augmentation. Voilà, il faut que ce soit sous notre contrôle. Sinon, l'objectif en lui-même, ça ne peut pas être quelque chose où la décision ou le résultat est dépendant de quelqu'un d'autre, en fait. Et ça, c'est très, très important parce qu'on l'oublie extrêmement souvent. J'ai quand même une idée. Enfin, je n'ai jamais été vraiment salarié, mais pour avoir une augmentation et avoir peut-être un contrôle, peut-être ce serait bien d'aller peut-être voir le patron, le chef, le manager qui a cette responsabilité et lui dire clairement que j'ai envie d'être augmenté et de définir un SMART avec lui, déjà demander quelles sont les possibilités d'être augmenté dans un poste comme le mien et en fait définir peut-être un objectif SMART. Exactement. En fait, on a, sur cet exemple particulièrement, mais ça se retrouve dans d'autres choses aussi, typiquement quand on fait du commercial, quand on est entrepreneur, on est souvent dans une position, on a peur de demander déjà. Alors que le plus souvent, quand on ne demande pas, là, c'est sûr qu'on n'aura rien du tout. Après, ce n'est pas parce qu'on demande qu'on aura, mais déjà, demander, c'est très important et formuler ça de manière claire. Et il y a aussi cette notion de co-construire. Tu vois, exactement comme tu le dis, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre notre manager peut-être de nous augmenter? Et dans ces cas-là, quelle est la personne la mieux placée pour le savoir? C'est notre manager. Sachant bien sûr, évidemment, que comme toujours, il y a des contraintes. Parfois, il y a des enveloppes budgétaires, on ne peut pas dépasser, etc. Mais l'idée, c'est effectivement d'être, j'aime pas tellement ce mot, mais il est assez représentatif, d'être proactif. C'est-à-dire de tenter des choses, puisque pour la plupart des choses qu'on n'ose pas faire, en fait, c'est parce qu'on se fait des scénarios catastrophes dans notre tête
qui ont une probabilité quasi nulle de se produire et qui fait qu'on ne va pas se lancer. Donc, en fait, on se coupe la branche avant même d'avoir essayé. Mhm. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup le mot proactivité, mais c'est un autre sujet. Tu parles aussi justement dans le chapitre planification et suivi des actions qu'il y a pas mal de pièges. Quels sont les pièges justement dans un plan d'action? Alors, le premier piège, c'est pas le premier, mais il y en a plusieurs. Mais c'est le premier dont je vais parler. Dans un plan d'action déjà, et j'avoue que je suis tombée régulièrement dans ce genre de travers, c'est faire le plan d'action pour faire un plan d'action, en fait. C'est beau, il y a plein de formules Excel, c'est joli, il y a des couleurs, tout change en fonction des dates, etc. Et en fait, mais c'est un peu comme quand on achète une formation. Le fait d'avoir agi, d'avoir fait un pas, donc soit en achetant une formation, soit en faisant un plan d'action, on a l'impression que le travail est terminé. Et on est très satisfait en général. Le problème, c'est qu'un plan d'action, c'est quelque chose de vivant. Donc, il vaut mieux faire un plan d'action sur un coin de serviette, un coin de table, un bout de papier, mais un plan d'action qu'on va suivre, pas forcément très détaillé, plutôt qu'un plan d'action à 350 lignes sur Excel qu'on ne va jamais regarder et qui, métaphoriquement, va se retrouver dans un tiroir qu'on ne va jamais rouvrir, justement parce que c'est une usine à gaz, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Faire le plan d'action pour faire le plan d'action. Il faut vraiment que ce soit un outil au service de ce qu'on fait au quotidien, Il doit d'avancer au être quotidien. simple. Oui, Mais il doit être smart. c'est ça. Non, mais en fait, il faut être minimaliste sur certaines choses, sachant qu'en plus, sur le plan d'action, il y a deux approches. Il y a les gens qui ont besoin de partir de toutes les étapes et de revenir à la partie action et peut-être même chaque jour à la partie tâche. Et c'est comme ça que je le présente dans mon livre. Et à l'inverse, il y a certaines personnes qui ont plus besoin d'une grande direction et qui, au fur et à mesure, en fait, construisent plus une liste des tâches et, en fait, zappent la partie plan d'action. Et c'est OK aussi. Mais il faut tester. C'est à peu près comme dans tout pour le développement aussi bien professionnel que personnel. Il faut tester pour savoir ce qui nous convient le mieux, en fait. D'accord. Donc ça, c'est le premier piège. Le plan, disons, usine à gaz. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le fait que ce soit figé aussi, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une certaine souplesse. On peut changer d'avis, c'est parfaitement OK de changer d'avis et de changer d'objectif en cours de route, tant que ce n'est pas tous les jours, hein, évidemment, puisque on obtient souvent des résultats après à certains niveaux de persévérance, une certaine durée d'action. Mais le côté souplesse, ça, c'est aussi très important. De se dire, eh bien, OK, en fonction des résultats que j'obtiens, alors, à chaque fois, j'oublie, mais je crois que c'est une citation d'Einstein, c'est la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Ben, sur le plan d'action, c'est un peu pareil. Pour les objectifs, c'est pareil. Si l'objectif, on n'arrête pas de mener la même action ou le même type d'action et les résultats ne sont pas là, la solution intelligente, c'est de se dire bah, peut-être que l'objectif n'est pas bon en fait. Mhm. Donc, c'est toujours ce côté que ça ne reste pas figé, qu'on soit vraiment souple par rapport à notre plan d'action. D'accord. Est-ce que tu préconises dans le suivi justement de plan d'action un suivi, comment dire, à la lettre ou comment faire le suivi en fait? En fait, il faut qu'il y ait une certaine, enfin, à mon avis, il faut qu'il y ait une certaine régularité dans le suivi. Donc, le plan d'action global, les grands objectifs qu'on se fixe, ceux-là, on ne va pas les revoir tous les 4 matins. Parce que sinon, effectivement, on n'avancera jamais. Le fait de changer d'avis tout le temps fait qu'on n'avance pas. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine périodicité pour les regarder et se dire, est-ce que je suis toujours alignée? Est-ce que c'est toujours des objectifs qui sont pertinents pour moi? Là, je pense aussi bien à un salarié qu'à un entrepreneur. Le contexte joue énormément dans nos objectifs. Si par exemple l'entreprise dans laquelle je travaille vient d'être achetée et que je ne sais pas, il y a un plan de licenciement, on va dire que mes objectifs vont forcément changer si mon travail est peut-être mis en péril. Quand on est entrepreneur, c'est pareil. Si nos ventes baissent ou si elles montent d'ailleurs, nos objectifs et nos priorités vont changer. Donc, il y a une vraie périodicité à avoir. Et cette périodicité, ça dépend des personnes et ça dépend à quel point le contexte est changeant. Donc, ça peut aller de une fois par an, mais alors c'est vraiment le minimum, à peut-être tous les trimestres,
ou même tous les mois si vraiment c'est un changement extrêmement rapide en fait. D'accord. Donc, je sais pas, tu dis soit trimestriellement, mensuellement, et voir qu'est-ce que j'ai fait, noter qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis dans mon objectif. Donc, vraiment travailler sur ça. Est-ce que tu as des exemples des personnes qui, justement, des cas d'études à partager, peut-être quelque chose comme ça qui pourrait donner, qui était encore plus palpable? Alors, je sais que moi, je suis dans un groupe d'entrepreneurs. Donc, nous, on fait un rendez-vous chaque semaine. Et nous, on travaille sur des plans au trimestre. Et donc, par exemple, tous les trimestres, on fait un call tous ensemble où chacun présente. Donc, en fait, on est 6. Donc, parfois, on est obligé de faire 2 calls parce que tout le monde n'a pas le temps de présenter. Mais nous, typiquement, on présente un plan sur 3 mois avec 4 objectifs maximum et qui sont des objectifs aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Et l'idée, en fait, en tout cas de moi, de ce groupe-là, c'est d'avoir comment dire, pas une surveillance, mais un challenge supplémentaire, le fait de partager mes objectifs avec d'autres personnes. Ça fait aussi que eh bien, je les regarde plus souvent. Ça paraît bête, mais c'est le fait de rendre des comptes, entre guillemets. Après, ils vont pas m'engueuler si j'ai pas suivi mes objectifs. Mais en tout cas, nous, on a mis ça en place et ça fonctionne assez bien pour chacun de nous. Ça permet de se challenger et de revoir régulièrement avec un œil extérieur les objectifs. Alors, on n'est pas obligé de faire un groupe pour ça, mais même quand on est salarié, on peut le faire avec des collègues, on peut le faire avec son conjoint. Et quand on est entrepreneur, souvent, on est assez proche d'autres entrepreneurs, donc on peut très bien faire ça ensemble, même sur une fréquence plus régulière si on a envie. Il y a une technique qui s'appelle avoir un work buddy, donc un copain de travail, en gros, où en fait, à deux, par exemple, toutes les 2 semaines, on peut s'appeler pour se challenger sur nos actions, nos objectifs, où est-ce qu'on en est, où est-ce que tu es bloqué, comment je peux t'aider, etc. D'accord. Ça me fait penser en fait à un sort de mastermind, hein, si C'est ça. on dit ça en anglais. Et c'est vrai que moi, je fais pareil avec Jérôme. Toutes les semaines, lundi matin à 9h30, on a notre tableau Excel dans lequel on partage justement quel est notre mindset pour la semaine ou le mantra de la semaine. Donc, parfois, c'est l'énergie à fond, parfois, c'est productivité focus, parfois, c'est vendre, vendre, vendre. Ça dépend en fonction des semaines et d'état d'esprit. Ensuite, on a aussi un onglet dans lequel on note notre niveau d'énergie, parce que ça aussi, ça joue. On n'a pas toujours le même niveau d'énergie. Moi, par exemple, maintenant, c'est la semaine où c'est le printemps, j'ai toujours, dans le début de printemps, j'ai une allergie. Donc, mon niveau d'énergie, il est un peu plus bas parce que je dors moins bien, etc. Et bon, là, en plus, c'est le confinement qui joue aussi, hein. Oui. Voilà, donc mindset, pour moi, c'est la résilience, par exemple. Après, on note les 3 objectifs de la semaine, les objectifs en dehors qui font dans l'agenda, mais c'est juste les 3 trucs principaux. Il faut que ça soit fait cette semaine. Les actions prioritaires. Voilà, des actions prioritaires. Ensuite, on note aussi notre gratitude. Pourquoi on a une gratitude par rapport à quoi? Par rapport à la semaine qui vient de se passer. Et aussi, on partage les nouveautés, les nouveautés ou comment dire, les choses que nous avons testées, mais ce sont des petites applications geek ou des fonctionnalités de quelque chose, etc. Et aussi, par la suite, on partage aussi qu'est-ce que je vais arrêter la semaine prochaine pour tester ou qu'est-ce que j'ai envie de tester la semaine prochaine. Donc, tout ça, on se partage d'une semaine à une autre et bien évidemment, on discute en plus. Et c'est vrai que ben, ça permet de garder le cap et puis d'avancer dans la même direction.
C'est quelque chose. Et si, parce que nous, on a fait naturellement, mais si je suis solo ou si j'ai envie de, comme tu dis, je suis dans un travail, j'ai envie de changer, ben, c'est bien de trouver une bonne personne comme ça, de s'entourer. Ce qui n'est pas tout de suite évident, Non. mais quand on cherche, on trouve, n'est-ce pas? Oui, mais ce que tu as dit, c'est très intéressant aussi, ce qu'on doit arrêter. Parce que souvent, on est concentré sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire plus et d'en faire toujours, toujours plus. Et parfois, c'est aussi intéressant de se poser cette question et de se dire où est-ce que je peux en faire moins, parfois pour faire mieux, mais parfois tout simplement pour faire vraiment moins. Parce que quand on se fixe trop d'objectifs, c'est contre-productif. Ça va nous desservir sur le long terme d'avoir une liste de je ne sais pas combien d'objectifs. Ben, justement, tu parles de ça aussi dans le livre, c'est que on a tendance justement à se donner, on pense qu'on peut faire trop. Et d'ailleurs, je vais ouvrir la parenthèse, et il y a la fameuse phrase, on sous-estime, on surestime ce qu'on est capable de faire dans une courte période, et on sous-estime de ce qu'on est capable de produire sur une longue durée. Ouais. Et ça, c'est le livre L'effet cumulé qui le présente super bien. J'adore ce livre. Et pour revenir justement à cette question, c'est que il y a aussi des tâches ou des éléments qui vont pas être prévus, des imprévus en fait. Comme dans la finance, il y a toujours des imprévus qui tombent. Eh ben, dans l'organisation du temps, il y a aussi des imprévus. Et comme tu dis, ça, je ne sais pas si ce sont des statistiques ou des observations, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Oui, oui. Je crois d'ailleurs, j'ai tenté un petit jeu de mots dans le livre en disant la seule chose prévisible avec l'imprévu, c'est qu'il y en aura toujours. Donc, et moi, j'ai estimé, pour le coup, c'est pas lié à une étude ou quoi que ce soit, c'est plus lié à de l'observation personnelle et avec certains clients que j'ai accompagnés. À minima, 30% de notre temps est pris par de l'imprévu. Un mail qui tombe où il faut qu'on réagisse rapidement. Attention, comme toujours, aux fausses urgences. Hein. On est dans une société de l'instantanéité où on pense qu'il faut absolument qu'on réponde tout de suite alors que la plupart des messages peuvent attendre. Mais il y a vraiment au moins 30% de notre temps doit servir de tampon pour absorber ces imprévus. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, ça va se dérouler sur le soir ou sur les week-ends. Ou alors, on continue, on est tout le temps en retard et on court après le temps. Parce que, oui, enfin, je pense que je ne peux pas le dire mieux que ça, c'est une certitude qu'il va y avoir de l'imprévu. Et comme en plus, en parallèle de ça, on est très mauvais pour estimer le temps qu'on va mettre, exactement comme tu le disais, sur une courte période, en général, on se trompe au moins de 30 à 50% en dessous de ce que ça va vraiment nous prendre comme temps. Bah, imaginez 30% d'imprévu, donc qui n'était pas prévu, plus 30% de temps où on a surestimé nos capacités de travail, bah, vous avez 2 fois plus de travail dans la semaine. C'est pas mathématiquement correct, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, et quand on est la maître de notre temps, de notre organisation, ben, si on le fait de manière trop optimiste, c'est très rapidement une source de grosse frustration. Et de stress, parce qu'on court après le temps, on n'y arrive pas. Et alors là, pour le coup, tout se bloque. Hein. On n'arrive plus à prioriser, on gère que les urgences ou les simili-urgences, et on perd complètement de vue nos objectifs. Mhm. Un autre élément que tu évoques dans l'organisation du temps, déjà, c'est d'avoir en fait un rituel de début de journée. C'est Oui, quoi un rituel et est-ce que tu peux donner un exemple d'un rituel? bien sûr. En fait, l'idée, c'est de se dire, ça fait un peu bon sens populaire, mais c'est de se dire, je vais commencer la journée du bon pied. Et donc, du bon pied, ça veut dire en travaillant sur ce qui est important pour moi, pas pour les autres. Donc, un rituel, moi, que je conseille, c'est vraiment de réfléchir justement à comment je décline mes objectifs en actions prioritaires dans ma journée. Je sais ce qui est important pour moi, puisque je l'ai défini auparavant, et je me dis, qu'est-ce qui fera que quand je vais rentrer chez moi ce soir, je serai satisfait, fier de ma journée et que j'aurai cette sensation qui est extrêmement agréable du travail bien fait. De se dire, bah voilà, j'ai fait une bonne journée. Donc, c'est vraiment pour moi l'action, enfin le rituel à mettre en place en début de journée.
Bien sûr, chacun peut y rajouter ce qu'il veut. Ce qui est intéressant dans un rituel, c'est que en associant différentes actions, ça devient une habitude. Donc, moi, j'avoue qu'à titre personnel, je commence par ça. Quelles sont mes actions prioritaires de la journée? Celles sur lesquelles je dois travailler avant de passer au reste. Parce que le reste est moins important ou parce que le reste concerne des demandes d'autres personnes, etc. Et dans le rituel, en tout cas, ce que je déconseille fortement de mettre, c'est la partie email, qui est en général notre premier réflexe de la journée. Enfin non, le premier réflexe, c'est se lever en attrapant le téléphone. Et ensuite, le premier réflexe de travail, c'est en général de regarder ses mails, WhatsApp, Facebook, Instagram ou autre, hein, c'est bien pareil. Mais ça, c'est sûr qu'en fait, vous allez vous retrouver à travailler sur les objectifs des autres et pas sur les vôtres. Sachant que rien n'est urgent en général à 2 heures près. Donc, vous pouvez le garder pour un peu plus tard dans la matinée quand vous avez avancé sur ce qui est important pour vous, c'est-à-dire vos actions prioritaires de la journée, pas plus que 3. Sinon, après, vous n'allez pas forcément avoir de temps pour le reste. Justement, tu parles aussi de, j'aime beaucoup la phrase, comment établir une liste de tâches réalistes pour la journée. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Réaliste, c'est vraiment le mot-clé parce que on dit bien, on surestime la vitesse à laquelle on va être capable de faire les choses. Et en plus, et ça, c'est une problématique que rencontrent tant les salariés que les entrepreneurs, on a un peu tendance à laisser notre travail empiéter sur notre vie personnelle. Si on n'a pas de contraintes pour partir, pour aller chercher les enfants à l'école ou, je ne sais pas, un rendez-vous quel qu'il soit, on a un peu tendance à rendre la fin de la journée extensible. Et on se dit, oui, bon, bah, je fais ça, puis je finirai plus tard, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve tous les soirs à finir très tard. Et pourquoi pas à travailler encore le week-end après. Si c'est un choix délibéré pour travailler sur vos projets, votre développement personnel ou professionnel, c'est OK. Aucun problème avec ça. Chacun fait ce qu'il veut de ses soirées et de ses week-ends. Mais si ce n'est pas un choix et que c'est subi, là, par contre, il faut faire quelque chose. D'où l'intérêt de cette liste des tâches réalistes. Donc, le matin, quand vous êtes dans votre rituel de dire quelles sont mes actions prioritaires de la journée et quelles sont les autres tâches, parce qu'il y a forcément d'autres tâches qui sont là. On vous a mis une réunion, vous êtes obligé d'y aller, vous avez pris des rendez-vous, vous aurez quand même des emails à traiter, hein, ils ne vont pas disparaître comme par magie. Donc, vous avez d'autres choses à faire que vous devez traiter. L'idée, c'est de se dire, je définis de combien de temps je dispose dans la journée. Ça veut dire, je mets des pauses, parce que travailler non-stop, ça ne fait pas de vous quelqu'un productif. Pas du tout, au contraire. Donc, y compris la pause déjeuner. Donc, en France, c'est relativement sacré la pause déjeuner, mais il y a des pays où ce n'est pas du tout le cas. Donc, La Pologne. Voilà, l'Angleterre aussi, le Liban, là aussi, ils mangent devant leur ordinateur, etc. Donc, la pause déjeuner, c'est important. Et l'idée, c'est de se dire, je sais de combien de temps je dispose parce que j'ai défini l'heure à laquelle je pars. Alors après, pareil, en fonction des urgences, d'un imprévu, vous pouvez partir après l'heure que vous avez décidé le matin. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, par exemple, je dispose de 8 heures avant l'heure à laquelle je décide de partir ce soir. Et en fonction de ça, je fais ma liste. Je rajoute un petit temps supplémentaire puisque je suis très mauvais pour estimer mon temps. Donc, je me rajoute un petit 30% ou si vraiment c'est compliqué, un petit 50% sur ce que j'avais estimé au départ pour chaque tâche. Je fais le total, je regarde si ça correspond au temps disponible. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de mystère, ça ne va pas rentrer comme par magie dans le temps imparti, le temps ne va pas se compresser. Donc, au contraire, on retire des choses. Ce que tu disais tout à l'heure, justement, on retire des choses. Et si vous avez le temps, tant mieux, mais c'est assez peu probable. D'accord. Donc, c'est vraiment important de faire la liste. Une fois que j'ai la liste des tâches à faire, je regarde combien de temps chaque tâche va prendre, à peu près, j'ajoute 30%, Ouais. et je les cale comme un puzzle en fait dans la journée. Voilà. Alors, pareil, ça dépend des personnalités. Certaines personnes vont vouloir mettre une heure et dire bah, je fais telle tâche à telle heure, et c'est OK. Et à l'inverse, d'autres personnes préfèrent avoir juste leur liste et piocher dans la liste au fur et à mesure en fonction du temps dont ils disposent, peut-être entre 2 rendez-vous, etc. Ça, c'est un peu comme on veut. Mais l'idée, c'est de se dire, j'ai une liste qui est réaliste et qui ne me rendra pas insatisfait à la fin de la journée parce que je n'aurais rayé que 4 choses sur ma liste alors qu'il y en avait 12. Rappelons que pourquoi est-ce qu'aussi souvent on fait des to-do list? C'est pour le plaisir de rayer, de cocher, de dire ah oui, je l'ai fait. Il y a plein de gens, et j'avoue, je le fais aussi, qui sont capables de rajouter une tâche qui n'était pas sur la liste. Ils viennent de la finir, mais c'est juste pour la cocher. D'accord.
OK. Euh, il y a aussi un autre point, un point qui peut être justement vachement intéressant quand il y a des personnes qui sont en train dans la reconversion, ils ont le projet comme ça, et certaines tâches, surtout au départ, on a envie ou besoin de faire tout seul, alors que quand on développe un projet entrepreneurial, en fait, le spectre de compétences qu'il faut acquérir, il est très large. Ouais. Et tu parles aussi que pourquoi pas déléguer les choses, ou c'est même indispensable. Ouais. Comment, en fait, comment se poser la question de déléguer intelligemment? Parce que quand j'ai beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci, je peux déléguer, mais si j'ai un budget restreint, est-ce qu'il y a aussi des astuces et des moyens pour délégation là-dedans? Mm. Donc, en fait, c'est la délégation et c'est même aller encore plus loin. C'est aussi se dire de quelles autres ressources je peux bénéficier si la délégation n'est pas possible pour obtenir soit l'information, soit la compétence, etc. Et moi, je dis souvent pour ça, on a trois ressources. On a du temps, de l'argent et de l'énergie. Si on a de l'argent, tant mieux. On peut potentiellement, typiquement pour la reconversion, s'acheter ou se payer une formation peut-être très chère qui n'est pas forcément financée par l'État. Quand on est entrepreneur, ça peut être aussi de déléguer. Ça permet de faire appel à des prestataires externes ou d'embaucher quelqu'un pour certaines tâches, justement pour concentrer notre temps sur ce qui est important, sur nos objectifs. Ça, c'est la partie argent. Après, tout ce qu'on ne peut pas payer en argent, on peut l'obtenir, mais avec les deux autres sources, c'est-à-dire du temps et de l'énergie. Quasiment toute compétence dont on a besoin peut s'acquérir. Quasiment. Bon, on ne va pas devenir un mathématicien de génie ou je ne sais pas, un spécialiste de la physique quantique, mais on peut obtenir, acquérir avec du temps et avec de l'énergie, les deux, les compétences nécessaires. Mais voilà, il faut vraiment savoir que ça se paye avec ces trois ressources-là, argent, temps ou énergie. Après, tant quand on veut se reconvertir que quand on est entrepreneur, pour le coup, la France est un pays merveilleux là-dessus. Il y a énormément de choses pour nous aider pour se lancer. Donc, une des erreurs les plus communes des entrepreneurs, elle est double en fait. C'est je ne veux pas parler de mon idée parce que j'ai peur qu'on me la pique. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Comme je ne parle pas de mon idée, je ne sollicite pas les conseils et l'appui nécessaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas craindre, quel que soit le sujet. Il faut aller chercher l'appui et les compétences là où elles sont. Et pour le coup, en France, il y a énormément de dispositifs, énormément de choses qui sont accessibles gratuitement ou peu chères pour aller obtenir ce dont on a besoin pour être conseillé et pour se diriger dans la bonne direction, celle qui nous convient à nous, puisqu'il n'y a pas de bonne direction dans l'absolu. Mhm. D'accord. Euh, donc, la question, en fait, j'ai envie de dire, de déléguer, ou même, tu disais, je suis en reconversion, mais même j'ai vu les personnes me faire payer, par exemple, mon site internet ou la création de contenu ou création, si je développe un blog ou certaines choses. Je peux les faire déléguer et puis après peut-être trouver des différentes manières de payer la personne même. Oui, en fait, on pense, quand on dit délégué, on pense soit qu'il y a une relation hiérarchique, soit effectivement une prestation qui est payée. Mais il y a d'autres façons de faire. En tout cas, ce dont on parlait tout à l'heure sur le job crafting, quand on a des missions qui ne sont pas des missions qui sont satisfaisantes ou qui sont dans notre cœur de compétences, on a plein d'options. Donc, on a effectivement délégué, et parfois on l'oublie, mais on en parlait tout à l'heure, comme tu l'avais souligné, on peut la supprimer. Si ça se trouve, ce n'est pas forcément quelque chose qui est primordial. On peut la réduire aussi, réduire au minimum faisable et en retirant toutes les fioritures qu'il y a autour, parce qu'on est extrêmement doué pour ajouter beaucoup de fioritures là où c'est absolument pas nécessaire. Et puis, on a aussi la possibilité soit d'optimiser. On fait souvent beaucoup de choses par habitude et on ne se remet pas en question sur les tâches en question. Est-ce que c'est encore nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de le faire comme ça encore aujourd'hui? Et est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire peut-être avec plus de plaisir et de satisfaction? Et puis après, quand on est soit salarié, soit qu'on a des salariés, on peut switcher, c'est-à-dire qu'on peut échanger
comme on parlait du sens, le sens est unique, mais l'intérêt pour une tâche est unique chez chaque personne. Donc, peut-être une tâche qui, pour moi, est rébarbative au dernier degré, va peut-être être intéressante pour une autre personne. Donc, l'idée, c'est de se dire, répartissons aussi les tâches au service de la performance de l'entreprise entre les personnes en fonction de leurs compétences et de leur appétence pour les missions. Ça me fait penser à la loi Pareto. Loi Oui, Pareto qui fait 20-80, faire les 20% des tâches qui nous apportent 80% de résultats. exactement. C'est tout à fait ça. Et si tu devais faire un top 3 des meilleures astuces pour une personne qui est intéressée par le sujet de ton livre, notamment justement l'organisation personnelle, lequel serait-il? Un top 3 d'astuces. Alors, que je réfléchisse pour dire vraiment les choses qui seront pertinentes et qui auront un impact tout de suite, puisque c'est l'objectif d'une astuce, c'est que ça ait de l'impact. En tout cas, sur le temps, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'email, c'est extrêmement chronophage. L'email, c'est votre pire ennemi dans le travail. Donc, vraiment, mettre en place ce que je propose dans le livre, c'est-à-dire 2 sessions d'email par jour, une le matin, plutôt en fin de matinée, comme ça vous avez avancé sur vos actions prioritaires, et une l'après-midi. Alors, pas trop tard dans l'après-midi pour s'il y a des urgences, que vous ne soyez pas obligé de rester toute la nuit pour traiter. Donc, ça, c'est très important. Et ça ne veut pas dire aussi prendre 2 heures pour répondre à tous les mails. C'est une session email, pour moi, c'est je regarde, je vois ce qui est important et sur lequel je dois répondre tout de suite, je réponds et je garde pour plus tard ceux où ce n'est pas forcément urgent que je réponde, en accusant bien sûr réception auprès des personnes. Sinon, comme tout le monde s'imagine qu'un email appelle une réponse immédiate, ils vont vous relancer. Donc, pour éviter ça, on accuse réception. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est une astuce dans l'astuce, je dirais, c'est finalement d'être assez, je ne trouve pas l'adjectif, mais prudent, mais ce n'est pas exactement ça, sur justement les outils et les techniques qu'on utilise. Ce sont tous les outils et toutes les techniques, y compris celles dont je parle dans mon livre, sont des techniques générales qu'il faut adapter et pas prendre forcément telles quelles. C'est-à-dire que ce que je vous dis, par exemple, sur la liste des tâches, c'est à adapter. Ça se trouve, ça ne conviendra pas pour telle personne et ça conviendra pour telle autre. Donc, à chaque fois, il faut cette notion de test. Rien n'est définitif dans le développement et personnel et professionnel. Donc, il faut essayer un outil et après, on se donne un petit laps de temps, ça peut être une semaine, 2 semaines, un mois, pour le tester. Et ensuite, on voit si ça a des résultats. Souvent, on oublie ça. Pareil pour les entrepreneurs débutants, c'est aussi une erreur qui est très commune, c'est de lancer des actions et de ne pas regarder le résultat. C'est-à-dire de ne pas suivre que ce qu'on fait est effectivement suivi des effets qu'on souhaitait. Alors parfois, ce n'est pas le cas, c'est dans le mauvais sens, ou parfois, ça a d'autres effets auxquels on n'avait pas pensé, qui fait qu'on va réorienter après nos actions. Sur les outils, c'est pareil. On prend un outil, pas 12 en même temps, un seul, on le teste, si ça marche, on le garde, sinon, on en essaye un autre. Et j'en suis qu'à 2 là dans mon top 3. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire en troisième Je ne sais pas si c'est une astuce, c'est peut-être plus un conseil. Et c'est le titre d'un livre il me semble, alors si je me trompe sur le nom, il faudra corriger. Je crois que c'est Fabrice Midal, qui s'appelle « Foutez-vous la paix ». La productivité, c'est bien. L'organisation du temps, c'est bien. Et c'est au service de vos objectifs, de votre épanouissement, etc. Mais de temps en temps, comme quand je disais, il faut faire des pauses dans la journée. Foutez-vous la paix. Voilà. Laissez les choses se faire et on n'est pas obligé d'être à 100% productif tout le temps. À l'inverse, les moments où on ne fait rien, même quand on regarde des bêtises à la télé ou qu'on traîne sur Instagram, c'est ce qu'on appelle de l'errance mentale et c'est nécessaire à la maturation de nos idées et à la créativité dont on peut faire preuve après dans d'autres activités. Donc, c'est important d'avoir ces moments-là, dans une mesure raisonnable, bien sûr. Merci pour ces 3 astuces. Une dernière question. Quelle est l'habitude ou la pratique quotidienne qui est incontournable pour toi? Alors, bon là, je vais faire peur à pas mal de gens.
Pour le coup, c'est bien qu'on ait beaucoup parlé des objectifs parce que c'est une problématique que moi, j'ai eu beaucoup au début. Je me dispersais énormément. Et c'est pour ça que justement, j'ai réfléchi à toutes ces techniques pour essayer de me canaliser un peu. Et quelque chose que je fais, mais que je ne conseille pas à tout le monde, ça dépend des gens, c'est qu'en fait, moi, j'utilise un outil qui chronomètre le temps que je passe sur chaque action étant elle-même reliée à un objectif. Et toutes les semaines et tous les mois, je regarde le pourcentage de temps que j'ai passé sur chacun de mes objectifs et je réajuste si jamais c'est pas conforme à ce que j'avais prévu sur le mois ou sur la semaine en fait. Et il s'appelle comment cet outil? C'est intéressant ça. Il s'appelle Paymo, Paymo. C'est un outil gratuit quand on est indépendant, donc pour une seule personne. Ok. Et voilà, moi j'ai donc vraiment à chaque fois, c'est-à-dire c'est comme un chronomètre, c'est ouvert en permanence sur mon ordinateur, c'est un site web et puis il y a une application mobile. Et dès que je commence une tâche, je clique sur l'objectif et sur l'action en question. Et quand je la finis, je reclique et le chronomètre s'arrête et donc je marque ce que j'ai fait sur l'action en question. D'accord. Super. Ben, à tester. Émilie, merci beaucoup pour cette interview pleine de pépites, pleine de bon sens. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt.